Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Bonsoir, mesdames, messieurs. L'interprétation n'est pas le seul révélateur d'une œuvre, sa mise en perspective par la programmation joue un rôle capital. Elle suppose une prise en compte attentionnée du contexte dans lequel l'événement se déroule, quel cadre, quel public, quel besoin. Ce premier cours se propose d'étudier au cas par cas des programmes ou ensembles de programmes qui attestent de démarches particulières. Nous commencerons par un projet qui m'a été demandé par le Symphony Hall de Chicago, qui est une salle de concert qui abrite en son sein l'Orchestre symphonique de Chicago, mais qui programme différents types de musique. C'est une salle très à la pointe, qui a été très soucieuse depuis longtemps de l'éducation de son public. Nous avons donc affaire à un public extrêmement informé, prêt à l'aventure et d'une grande réceptivité. Cependant, même au sein de maisons comme celle-ci, subsistent des îlots de résistance. L'un de ceux-ci, traditionnellement à travers le monde, est la série des récitals pour piano, qui n'est pas toujours le lieu le plus aventureux et le plus créatif du monde musical. L'idée était donc, pendant un laps de temps à définir, d'établir une programmation qui inscrive au cœur de ce cycle des œuvres majeures de ce que l'on appelle la musique nouvelle, sachant que les programmes permettent de mieux apprécier les différentes couches de richesse des œuvres, mais qu'aussi certaines œuvres peuvent générer des programmes particulièrement intéressants qui peuvent frapper les imaginations. Comment communiquer une intention comme celle-ci à un public? Il faut naturellement au départ faire sentir qu'il y a une intention particulière et créer l'événement qui puisse informer sur son contenu. Il s'agissait de la saison 99-2000 et il a été... j'ai été très heureux de pouvoir apprécier la chance d'avoir une date au début du mois de janvier de l'année 2000, ce qui était symboliquement assez fort. Ça permettait en même temps de tourner la page d'un siècle et de laisser vagabonder son esprit sur la tranche de temps qui s'ouvrait. La proposition était donc de faire une sorte, non pas de récapitulatif, mais de retour sur image, si j'ose dire, sur la production pianistique du XXe siècle, avec 20 œuvres de ce siècle, de teneur et de longueur différentes, au cours d'un marathon qui durait toute une après-midi, et ceci afin d'explorer, par les sons et par la réflexion, le commentaire verbal, l'aventure extraordinaire d'un siècle qui a vu un nombre de courants et de variétés d'esthétiques prodigieux voir le jour, parfois de façon brève, parfois au contraire en enfantant des courants
d'une beaucoup plus grande longévité. Cet événement, disons, annonçait quelque part le désir d'explorer une variété de styles importante et naturellement essayait d'éviter le style encyclopédique puisque, au bout du compte, même si un concert se veut d'une certaine qualité artistique et en tout cas pédagogique, il n'est pas interdit de se rappeler qu'un concert est aussi un moment de divertissement au sens noble du terme. Après donc cet événement particulier et qui sortait volontairement du cadre et de tous les cadres d'un récital de piano traditionnel, plusieurs œuvres ont été choisies pour générer des événements particuliers. J'en choisirai deux en particulier, l'un qui a été programmé au cours d'un concert avec orchestre, l'autre au cours d'un récital de piano, et qui atteste deux démarches tout à fait différentes. La première œuvre est la première sonate de Pierre Boulez, qui est une œuvre d'une originalité foudroyante, mais relativement brève, 9 minutes, et qui, de ce fait, peut souvent paraître un peu éclipsée dans un programme de concert traditionnel. Comment donc la mettre en valeur ? Comment essayer de dégager son potentiel énergétique et acoustique phénoménal ? Il nous a semblé que c'était en plaçant cette œuvre au cœur d'un concert d'orchestre pour montrer notamment que le déploiement instrumental de cette sonate était tel que seule une œuvre d'orchestre pouvait lui donner le change. Mais il s'agissait aussi de tenter un rapprochement entre le Boulez très jeune, du milieu des années 40, impulsif, très libre dans son discours, et celui beaucoup plus conceptuel du milieu des années 70, d'un côté une force juvénile irrésistible, de l'autre le monument d'un homme bouleversé par le décès d'un proche, Bruno Baderna, et qui compose une œuvre pour orchestre rituelle à la monumentalité impressionnante. En réalité, le rapprochement révélait une autre chose, c'est ce pouvoir d'explosion de divers ordres qu'ont certaines œuvres boulésiennes. Explosion gestuelle et acoustique dans le cas de la sonate, qui semble véritablement pulvériser le meuble piano tel que nous le représentons dans son unicité traditionnelle. Explosion de l'orchestre dans le cadre rituel, puisque l'orchestre symphonique est divisé en 6 groupes qui vont être placés à différents endroits de la salle en environnement du public. Bien sûr, la salle, à ce moment-là, l'entité de la salle sera tout autre et la perception de l'entité symphonique de même. Ce tandem qui faisait une sorte de petit portrait du compositeur était ancré en quelque sorte par un autre tandem, constitué tout d'abord par une œuvre d'Olivier Messiaen, le maître, c'est Set Haikai, qui peut-être comprennent les deux aspects presque opposés dont nous avons parlé. D'un côté, cette liberté gestuelle extraordinaire présente dans les pièces d'oiseaux, par exemple la 3e et la 6e, où le feu d'artifice vraiment ornithologique est à son comble, tandis que d'autres pièces sont beaucoup plus établies, presque comme pour assurer l'assise
de cet ensemble de courtes pièces, puisque ce sont des haikai et non des haïkus comme les appelle Messiaen. La première et la 7e pièce sont les deux éléments d'un même portique. Il semble que Messiaen veuille installer sur scène un temple japonais. Au cœur de cet ensemble de 7 pièces, une sorte d'axe central composé par une transposition de la musique de Gagaku. Et à la fin du programme, comme enjambant le rituel de Boulez, répondait à ce Gagaku une véritable musique de Gagaku, puisqu'un groupe japonais est venu d'Extrême-Orient pour imposer, pour installer un rituel avec de toute autre racine. Le plus frappant était que la soirée était forte par l'alliage de ces disparités, mais aussi par une unicité très, je crois, très frappante. Il s'agissait, là encore, de proposer un projet particulier qui tentait d'ouvrir le spectre d'intérêt chez des abonnés d'un concert symphonique. On voit donc que, bien sûr, dans un même projet de programme, on a en même temps une réflexion sur les œuvres et leur correspondance possible, un travail imaginaire sur le projet général et aussi une stratégie pédagogique et institutionnelle. Je voudrais prendre un autre exemple que je détaillerai de la même façon sur une œuvre absolument différente qui sont les Night Fantasies d'Elliot Carter. C'est une œuvre de 1980 qui est aussi passionnante qu'elle est difficile d'accès pour une majorité des auditeurs. Et ceci est dû, à mon sens, au projet compositionnel très particulier, puisque le but du créateur est de saisir l'insaisissable quelque part. Ce qu'il veut, c'est transcrire en musique, ou plutôt capter les pensées et sentiments flottants qui traversent l'esprit pendant une période d'éveil la nuit. Alors, on connaît bien en effet en quoi la fantaisie des sautes d'humeur, des jeux de mémoire parfois faussés de ces périodes de veille ou d'insomnie peuvent générer. Ce qui est captivant, c'est de voir comment un créateur de cette trempe projette cet état, ou plutôt cette succession d'états dans un projet, dans une vision compositionnelle. En fait, le but, c'est de composer l'inattendu, d'écrire l'insaisissable et de piéger constamment la mémoire. En effet, dans cette œuvre, lorsqu'une idée compositionnelle ressurgit, elle sera légèrement différente, un peu camouflée, voire falsifiée, ce qui pose à l'auditeur non prévenu mais habitué, par exemple au thème beethovénien, au contraire, hautement reconnaissable, vu la stratégie du compositeur de les rendre aveuglants et accessibles à tous, eh bien, on voit bien les problèmes de perception posés. Comment donc créer le conditionnement pour écouter une musique aussi étrange et nouvelle quant à son projet formel? Alors, à chacun d'exercer sa créativité. Dans ce cas de figure, puisque je pars d'exemples précis, il y avait la composition d'un programme basé sur le thème de la nuit, mais de la nuit dans son acception
dans ses acceptions multiples, justement. Par exemple, dans la nuit du dernier Schumann, celui qui approche de cette phase d'une dangerosité extrême pour lui, à plusieurs points de vue, avec cette musique dont les phrases se cherchent sans jamais vraiment se trouver, tournant parfois en rond. Ou encore du Bartók de la suite en plein air, celui qui compose ces géniales musiques de nuit, ou musique de la nuit, selon les traductions, où il nous semble que nous sommes environnés de signaux acoustiques aux interventions aussi peu localisables que peu prévisibles. Et en effet, dans sa technique de composition, Bartók s'arrange pour que ces petits cris de volatiles ou bruits de la nature interviennent avec de telles asymétries rythmiques que nous ne pouvons jamais les prévoir. Il arrive aussi à créer une sorte de détermination acoustique et spatiale dans son écriture de piano qui nous fait croire que nous entendons des sons de sources différentes et de distances différentes. Alors l'ensemble de ces œuvres, donc, qui étaient destinées à créer une sorte de conditionnement d'écoute, était enchaîné sans applaudissements, de façon à ne pas rompre cette recherche très empirique, comme dans un rêve, mais parfois un rêve éveillé. Un troisième programme, que je décrirai très brièvement, tentait de donner justice à des miniatures de Courtag, mais comment tenter de rendre crédibles de tels aphorismes dans une salle de plus de 3000 personnes, ou de 3000 places tout au moins? C'est une question bien sûr de qualité de public, de concentration, mais aussi d'environnement. Et là, dans ce cas présent, les quelques préludes de Debussy choisis essayaient, par leur instantanéité concentrée, de nous mettre en phase avec le temps et l'économie de Courtag, tandis que son esprit et sa culture étaient mis en résonance par les vignettes furtives et fantasques du carnaval de Schumann. J'aimerais maintenant prendre un tout autre exemple. C'est le cas d'une autre institution, elle aussi d'un grand dynamisme, qui était le Konzerthaus de Vienne, et qui, pour les 80 ans du compositeur et viennois, alors Ligeti, m'a demandé d'assurer une programmation de 8 concerts pour leur festival Vienne moderne. J'en détaillerai 3 qui me semblent les plus particuliers. Le premier est un récital pour piano, se penchant sur ces fameuses études qui ont été un des grands événements dans l'histoire récente de notre instrument. Ces études avaient été données peu de temps auparavant dans leur intégralité à l'occasion de la création de la dernière d'entre elles. Donc, il était impossible de reprendre les études dans leur présentation normale. C'était au contraire une occasion rêvée pour en renouveler la présentation, pour essayer d'attester de leur inscription dans l'histoire déjà. C'était je crois, nous étions nombreux à en avoir la conscience très claire. C'était déjà une œuvre légendaire, et on pouvait donc la mettre en perspective comme toute œuvre du répertoire. Mais l'enjeu était aussi de tenter de mettre en perspective la modernité de ces pièces comme leur historicité. En effet, il s'agit de pièces des années 80. On avait donc plus du tout affaire à une attitude d'avant-gardiste,
comme chez le Ligeti des années 60, même s'il se positionnait en grand indépendant alors vis-à-vis d'autres avant-gardes occidentales. Je rappelle que c'était naturellement un Hongrois qui avait quitté son pays à la faveur des événements de 1956. Or, les années 80, années du postmodernisme, des postmodernismes, changent l'attitude de beaucoup de créateurs, même de cette génération, quant au rapport au patrimoine. Et il est très frappant de voir qu'au moment où Ligeti s'attelle à cette tâche, qui peut paraître alors très étrange d'écrire un ensemble d'études pour piano, la première de ces démarches consiste à relire des volumes entiers d'études du répertoire, y compris des études très virtuoses et parfois tout à fait superficielles, et de se pencher sur l'instrument piano, comme il l'a fait avec l'instrument violon ou l'instrument cor lorsqu'il a écrit des œuvres prenant en compte à un haut point de connaissance et de conscience les spécificités de chacun de ces instruments. Comment donc proposer un programme où ces liens multiples avec différentes couches d'influence seront tangibles, de même que les rapports de cette œuvre, alors toute récente, avec différentes modernités. C'est ce que se proposait de faire ce programme, et je vais déménager pour pouvoir, même si j'ai la voix maintenant chauffée et les doigts froids, pour pouvoir néanmoins joindre le geste à la parole. L'idée, bien sûr, était de jouer avec le vieux poncif du cycle d'études, et notamment des 24 études. Et donc, il s'agissait en effet d'un programme monumental de 24 études, 12 en première partie, 12 en seconde. Mais dans la première partie, les études donc, de Ligeti, les 6 études présentées, étaient en dialogue constant avec différentes études de différents passés, du reste, romantiques ou plus récents. L'ouverture du cycle tentant de ne pas prendre trop au sérieux cette expérience qui, avec un compositeur de l'humour de Ligeti, n'a jamais rien de pompeux. Quel est le compositeur qui s'est le plus amusé du sérieux de l'entreprise des études? C'est Debussy, l'humoriste, lorsqu'il ouvre son cycle d'études avec une étude pour les 5 doigts qui se moque de M. Czerny alors qu'il fait semblant de lui rendre hommage. Et on se rappelle que l'étude commence par un pastiche de tout premier pas à l'instrument, tandis que très vite, on voit que le sourire en coin de Debussy transforme une formule de 5 doigts en pied de nez. Et bientôt, la transformation va être de tous ordres possibles. Ainsi, à certains moments, on se posera la question justement du type de dimension musicale dans lequel le paquet initial s'est transformé. S'agit-il d'une mélodie un peu dans la fumée ou d'une texture un peu active? Et à la fin de l'étude, quand chaque main joue ses 5 doigts l'une après l'autre, là encore, s'agit-il d'un geste bruitiste, d'un gag difficile à décrire? Avec Debussy, c'est souvent, passez-moi le terme, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, en effet.
Il semble qu'à certains moments, Ligeti s'amuse de la même façon, mais comme tout très bon humoriste, on ne sait jamais s'il s'amuse vraiment. Et quand il attaque son cycle d'études d'une façon très organisée, en dédiant ses 3 premières études à Pierre Boulez, mais en intitulant son premier ouvrage « Désordre », on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. En fait, si on sépare les 2 couches, chaque couche dévolue à une main, de cette étude de rythme, alors on s'aperçoit que la main droite ne joue que sur les touches blanches et avec beaucoup d'octaves, comme il se doit dans une bonne étude académique. Et de surcroît, avec une formule mélodique peut-être venue d'un lointain folklore hongrois, mais qui tournerait aisément à la niaiserie si elle n'était pas mise dans un contexte général extrêmement astucieux. Car un pianiste ayant 2 mains, l'autre main se comporte d'une façon guère plus élaborée. Elle joue au pentatonisme au lieu du diatonisme. Mais il y a bien peu d'orientalisme dans ce jeu-là. Par contre, il y a une complémentarité entre les 2 mains, l'une jouant toutes les touches blanches et l'autre toutes les touches noires. Ce qui est intéressant, c'est le résultat donné, qui est beaucoup plus ambigu que ce qu'il n'y paraît. Et le fait qu'en réalité, le motif un peu trop simple du départ soit traité en décalage perpétuel pour créer des jeux rythmiques qui vont devenir des jeux polyrythmiques et peu à peu qui vont composer un désordre extrêmement savant. Le couplage, dans ce cas-là, pouvait s'interpréter sur plusieurs niveaux. Dans le cas du prochain groupe de 2 études, là, il s'agit plutôt d'un jeu polyrythmique à nouveau. Chopin, en effet, donne 4 notes à la main gauche, 2 fois 4, donc 8, quand il en donne 6 à la main droite. Alors dit de façon un peu plus inspirante, on a une sorte de flottement rythmique entre les 2 mains qui crée une incertitude dans le flux de cette étude et une sorte d'hésitation existentielle tout à fait envoûtante. Bien sûr, avec Ligeti, le flottement rythmique est à son comble et lui aussi écrira une pièce en suspens, c'est du reste le titre de sa 11e étude. Mais aussi, Chopin est un virtuose, bien sûr, et il renouvelle la virtuosité et la sonorité de l'instrument en faisant bouger ses doigts d'une façon particulière. Ainsi, dans une autre étude en fa mineur, des enroulements constants mais très rapides de la mélodie créent une texture très particulière. On flotte vraiment entre 2 mondes, celui d'une mélodie susurrée mais trop rapide pour être nommée mélodie, et celle d'un trait virtuose mais trop expressif pour être seulement virtuose. Ligeti, lui, récupérera, si j'ose dire, ces types de mélismes très rapides que l'on trouve dans le romantisme également chez Liszt. Par exemple, dans son étude La Leggerezza, elle aussi en fa mineur. Il faut bien unifier les programmes très variés d'une façon ou d'une autre.
Et voici par exemple le type de geste avec lequel il s'amusera dans sa troisième étude. On ne sait pas à observer la partition si on est simplement dans le pastiche ou dans une relative absence d'imagination, ce qui surprendrait bien chez un tel compositeur. Mais Ligeti est un grand joueur, et avec un truc simple, le fait qu'une main inoccupée peut bloquer certaines touches, donc gripper le mécanisme de l'autre, il ôte au passage l'action de certaines des touches et donc provoque des trous acoustiques dans le déroulement général. Là aussi, on la création d'une texture, mais celle-ci n'a pas la régularité inexorable de la texture chopinienne, c'est une texture trouée. Chez Ligeti le fantasque, les mythes sont passés dans l'armoire à textile. Puisqu'on s'amuse à puiser dans la littérature romantique, on emprunte maintenant aux motifs de chasse et de fanfare. Et on a un Liszt qui fait feu de tout bois pour transcrire les musiques qu'il entend et les transformer dans des musiques toutes plus brillantes les unes que les autres. Voici l'étude d'après Paganini qu'il nous propose, avec ses fanfares de corps et ses jeux d'écho. Bien sûr, les fanfares de Ligeti ne seront pas en mi majeur. Elles auront, si j'ose dire, le nez cassé. Mais en fait, elles joueront un jeu de polyrythmie diabolique avec une sorte de percussionniste caché qui s'amusera à faire des déphasages avec ces sonneries. Et dans ces jeux de polyrythme, l'ensemble des études est dénommé études de rythme, eh bien, nous aurons là aussi des jeux d'écho qui révéleront des sortes d'espaces imaginaires dans l'instrument piano. Puisque nous parlions vraiment de travail rythmique, Olivier Messiaen est une référence incontournable, et dans une de ses études de rythme, Île de Feu 1, il nous montre comment il joue le jeu des asymétries. Un thème qui pourrait être très rassurant dans sa régularité, nous incitant à battre un 3 bien rangé, se voit tout le temps, au contraire, mis en question par des sortes de petits inserts qui vont créer des asymétries permanentes. Ces asymétries changent tout le temps. Une fois, c'est une valeur simple, une fois deux valeurs simples, et une fois une valeur double. Donc, on voit comment cette nouvelle conception du temps opère. Mais comment Messiaen envisage-t-il le plan de son œuvre ? Eh bien, le même thème rythmique va revenir varier. Une fois avec une mélodie libre, inspirée par ces fameux chants d'oiseaux, une fois en changeant toujours de région ou de registre, en faisant des sauts sur le clavier et assorti de blocs colorants
Et enfin, une dernière fois, martelé et enrichi d'une sorte de jeu de percussion évoquant les gamelangs balinais ou javanais. Bref, le motif rythmique revient, varié constamment, et l'étude, trouve son chemin par cette forme de variation. Chez Ligeti, au contraire, nous avons non pas un thème, mais un modèle rythmique qui se répète toujours en boucle, et ceci jusqu'à la fin de la pièce quasiment. Il sera simplement toujours localement varié par de savants jeux de décalage. Ce qui fait que cette permanence sera toujours remise en question, mais d'une autre façon. Nous arrivons au bout, je crois, de notre série de 6 paires d'études. Et naturellement, ce jeu de miroir est ici extrêmement voyant, parce que quand on passe de Liszt à Ligeti, en général, on fait la différence, si j'ose dire. Dans la deuxième partie, au contraire, il s'agissait de présenter 12 études, mais organisées d'une façon différente, 4 blocs de 3 études, chaque fois des études à la pointe de la modernité au moment où elles ont été écrites, mais en créant de bloc à bloc des correspondances un peu troublantes qui pourraient créer des ambiguïtés. Donc le jeu était un peu inverse dans ce cas-là. Ainsi, il s'agissait de commencer avec les géniales 3 études de Bartók, fort peu jouées, mais d'une liberté de ton véritablement à couper le souffle. La troisième, cependant, pour être très rythmique, l'est à partir d'une trame toujours en arpège travaillé. Et ces arpèges sont énoncés au début et à la fin de la pièce, comme si le compositeur disait, ben voilà, le matériel avec lequel je vais travailler. Et quand on termine de cette façon, et qu'on enchaîne immédiatement avec une étude, par exemple, pour les arpèges composés de Debussy, il y a lieu de se poser la question de savoir dans quelle maison on se trouve. Et ce qui est bien sûr très intéressant, c'est de voir comment des compositeurs travaillant avec des individualités extrêmement différentes et des styles très caractérisés, mais travaillant sur une forme similaire, à certains moments, peuvent se rapprocher l'un de l'autre. La troisième des études de Debussy, par exemple, l'étude pour les degrés chromatiques, arrive à créer un monde sonore totalement original avec cet objet d'une banalité absolue. Oui, sans aucun doute, ça n'est que du Debussy. Avec peut-être un point d'interrogation, si je commence la prochaine étude, qui est une étude de Scriabine, pourtant très originale de Scriabine, mais pour la démonstration, j'ai omis, c'est vrai, de jouer la formule chromatique à la 9e, comme le demande Scriabine, ce qui naturellement définit alors son univers harmonique. Le groupe de 3 études, opus 65, est une œuvre
d'un fantastique étonnant. Et la troisième atteint à une dimension presque incantatoire à la fin, même si elle commence dans le voltant, quelque part. Geste très scriabinien, peut-être, entre l'eau et le feu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il compose son matériau par des ensembles de quintes, puisque ces trois études travaillent sur les intervalles, la première sur les neuvièmes, je l'ai fait entendre tout à l'heure, la deuxième sur des septièmes, la troisième sur des quintes. Il y a donc une réflexion sur les bases du langage harmonique très forte, naturellement. Ces regroupements d'intervalles vont tendre la main à l'étude de Ligeti qui suivra et qui introduira le dernier groupe de trois études. En effet, cette étude FEM, qui est une étude rythmique avec un titre hongrois, métal, est entièrement composée, tout au moins au début, de quintes assemblées et superposées. Le programme s'achève avec une étude de Ligeti qui semble faire une synthèse de bien des musiques que nous avons entendues. Son automne à Varsovie, en effet, nous fait entendre une sorte de fond sonore qui, par moments, sonne presque de façon post-impressionniste, mais il nous fait entendre également un matériau thématique, un lamento qui atteste des racines hongroises de Ligeti. De même que d'une polyphonie et une polyrythmie touffue qui nous montre qu'à cette époque de son existence, eh bien, la superposition des couches de temps est bien une de ses idées majeures. Voilà, naturellement, des petites miettes du programme n'en donnent qu'une piètre idée. Néanmoins, ce que je voulais, c'est faire sentir la façon dont on peut essayer de composer un ensemble qui permette une réflexion stylistique fournie.